Bienvenue dans le webinaire CFAM consacré aux facteurs prédictifs de l'observance thérapeutique. Le webinaire commence dans quelques instants. Tenez-vous prêts! Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Pierre-Charles Neuzeret, directeur médical de la société CFAM. J'ai le plaisir d'être votre hôte ce soir et nous avons la chance de recevoir avec nous le professeur Jean-Louis Pépin dans le cadre de ce webinaire au cours duquel nous allons aborder un sujet d'actualité, le télésuivi avancé et multimodal du traitement par pression positive continue chez les patients présentant un syndrome d'apnée du sommeil. Le docteur Jean-Louis Pépin est professeur des universités et praticien hospitalier au CHU de Grenoble et directeur du laboratoire HP2. Professeur Pépin, vous avez récemment publié de nombreux articles dans des revues scientifiques de référence. Vous avez notamment montré, dans un article publié en 2021 dans le journal Clinical Medicine, portant sur une population de près de 500 000 individus, que le taux d'arrêt de traitement par pression positive continue augmente progressivement au cours du temps, atteignant près de 50% après 3 ans de traitement. Ce chiffre, particulièrement élevé, souligne l'importance de la question de l'observance à long terme. En France, les recommandations nationales de remboursement préconisent une utilisation de la PPC supérieure à 4 heures par nuit. Les niveaux de remboursement diminuent progressivement en cas de très faible observance. Toutefois, la délivrance et le remboursement de la PPC peuvent se poursuivre lorsque l'observance est comprise entre 2 heures et 4 heures par nuit, sous réserve d'un accompagnement complémentaire du patient. Ces critères d'observance font donc de l'adhésion au traitement un enjeu de santé publique majeur. Plusieurs études ont montré une association entre certaines comorbidités et risque d'arrêt du traitement par PPC. En 2018, une étude prospective menée chez environ 300 patients présentant un syndrome d'apnée obstructive du sommeil a notamment mis en évidence une association négative entre les antécédents d'événements cardiovasculaires et l'observance du traitement par PPC. D'autres travaux ont également montré cette diminution progressive de l'observance chez les patients apnéiques présentant une maladie cardiovasculaire associée. En outre, ce tableau clinique des patients apnéiques est souvent très hétérogène. On peut alors se demander quels sont les phénotypes des patients chez lesquels la thérapie par PPC risque de s'avérer plus délicate sur le long terme et surtout comment peut-on identifier ces patients en amont et ainsi adapter la prise en charge en fonction de leurs caractéristiques cliniques. Aujourd'hui, le professeur Pépin va donc nous éclairer ce soir sur ces comorbidités et les caractéristiques cliniques susceptibles d'influencer l'observance du traitement par PPC, ainsi que sur les modalités de télésuivi permettant d'améliorer la prise en charge du patient apnéique. Durant ce webinaire, vous aurez tous la chance de poser des questions via le chat qui vient avec le Zoom. Je crois que ça se situe en bas. Nous sélectionnons quelques-unes de ces questions afin d'animer le débat en fin de présentation. Donc, merci encore à toutes celles et tous ceux qui ont pu nous rejoindre ce soir pour ce webinaire CFAM. Je laisse la place au professeur Jean-Louis Pépin. Jean-Louis, la parole est à vous. Merci beaucoup, Pierre-Charles. Bonjour à toutes et à tous. On va essayer de faire une présentation à peu près pendant une trentaine de minutes pour bien caler le contexte et puis laisser de la place à la discussion. Alors, je vous laisse regarder rapidement ce qu'on appelle les liens d'intérêt au cours des 3 dernières années. Celui qui est contributif pour la présentation de ce soir et le fait que je participe au conseil scientifique de la CFAM. Alors, comme l'a dit Pierre-Charles, on va redémarrer en situant le contexte. Donc, vous savez que le syndrome d'apnée du sommeil est une maladie chronique, multisystémique, qui nécessite en fait un soin intégré qui va être d'origine essentiellement ambulatoire par rapport à beaucoup d'autres maladies chroniques où il y a des décompensations et pas mal d'hospitalisations. Là, on a besoin de pouvoir suivre ces patients de manière ambulatoire. Ils ont des complications cardiovasculaires, ils ont fréquemment du diabète, ils progressent dans les maladies du foie avec le foie gras et jusqu'à la cirrhose. Et puis, ils ont des conséquences neurocognitives et des symptômes. Le mécanisme essentiel, c'est l'hypoxie intermittente et on dispose d'un traitement qui est très efficace pour traiter ces patients qui est la pression positive. Alors pourquoi c'est un sujet aussi important?
parce qu'il y a près d'1 milliard de personnes dans le monde qui ont un syndrome d'apnée du sommeil. Il y a encore plus de 30 millions de patients qui ne sont pas diagnostiqués en Europe. Et on vient de faire une modélisation pour 2050. Et malgré, j'insiste bien, malgré l'arrivée des médicaments anti-obésité, du fait de la progression de l'obésité et du diabète, et en particulier chez les femmes, on va continuer à progresser en termes de nombre de malades. Donc, si on veut suivre des gens sous PPC, sachant qu'il y a en France à peu près 2 millions de patients qui sont traités par pression positive continue, il faut trouver une organisation qui soit adaptée à l'ampleur du problème. Et donc, on sait qu'aujourd'hui, la pression positive continue par voie nasale, qui est le traitement de référence, on souffle de l'air sous pression, on réouvre les voies aériennes. Chaque année, on va recueillir des données qui peuvent être partagées avec les patients, avec les médecins et bien entendu avec les prestataires de santé à domicile. Donc, il faut vraiment mieux exploiter ce potentiel qui est encore sous-utilisé. Une des questions à laquelle j'aimerais que vous répondiez dans le chat, c'est combien d'entre vous regardent le télésuivi à chacune de leurs consultations? Je pense que c'est même pas 10% des prescripteurs. C'est peut-être un peu plus parmi les participants au webinaire qui sont intéressés par ce sujet, mais c'est utilisé de manière très insuffisante. Pourquoi c'est si important de faire correctement sa pression positive? Parce qu'il y a un effet dose-réponse entre la durée d'utilisation du traitement et les conséquences de la maladie. La réduction de la pression artérielle, par exemple, est d'autant plus importante qu'on utilise longtemps son traitement. Chaque heure supplémentaire réduit la pression artérielle de manière plus significative. Pour réduire les complications cardiovasculaires, il faut dépasser 4 heures. Pour les symptômes, il faut probablement aller jusqu'à 6 ou 7 heures. Donc ce traitement est très efficace, mais il nécessite d'être fait correctement avec un nombre d'heures suffisant. Voilà un autre exemple de cet effet dose-réponse. Ça, c'est une méta-analyse qu'on a publiée l'année dernière sur la réduction de la mortalité. Vous voyez qu'on atteint des réductions de mortalité qui sont dans les études observationnelles de l'ordre de 30 à 40%, mais avec un effet dose-réponse qui est très clair quand on passe de 2 à 4 et à 6 heures par nuit. Donc, à la fois pour les symptômes, pour les événements cardiovasculaires, pour les accidents et pour la mortalité, il faut une observance suffisante. Pierre-Charles vient de vous le dire, on a 2 millions de patients traités et on est un des pays uniques au monde où on a un paiement pour la performance. 97% des patients sont télésuivis, donc il faut regarder ces données. Et s'ils font moins de 2 heures, vous voyez le niveau de rémunération pour les prestataires, qui sont ceux à qui vous demandez ensuite de changer le masque, de faire des visites, etc. Vous voyez que s'il y a une très faible observance, ils sont très peu rémunérés par comparaison aux patients qui sont à plus de 4 heures. Vous voyez que le delta est considérable sur des centaines de milliers de patients. Et pour cette rémunération-là à la performance, il y a des visites qui sont imposées et toutes ces visites ne sont pas utiles chez tous les patients. Et ça nous amène à regarder ce qu'on a besoin de discuter ce soir. Donc, on a des millions de patients traités. Pierre-Charles vous l'a déjà dit, il y a une très grande hétérogénéité des patients. On va beaucoup y revenir. Il y a des patients qui posent très peu de problèmes. Il y a des patients qui posent beaucoup de problèmes. Donc, il faut faire une stratification du risque en fonction du profil de votre patient. On va être à beaucoup plus grand risque de mauvaise observance, d'arrêt de la pression positive ou d'échec de la pression positive. Et il faut vraiment coordonner tous les acteurs, les prestataires, les fabricants, les médecins, et aussi parmi les médecins des disciplines multiples. Il faut qu'on partage des systèmes de visualisation pour que vous puissiez regarder les données dans de bonnes conditions et qu'ils soient présentés clairement. Le premier élément absolument déterminant, le syndrome d'apnée du sommeil, c'est un paquet qui n'est pas un fourre-tout et ces présentations sont très hétérogènes.
voyez ce jeune patient là qui est plutôt mince, qui a une rétrognatsie, il est très somnolent, il est assez probable qu'il va être observant de sa pression positive. Par contre, ce patient qui est très métabolique, qui a peu de symptômes et qui est traité pour son risque cardiovasculaire, on peut se poser la question de savoir s'il va bien utiliser sa PPC. Et puis, on a les patients BPCO, les patients insuffisants cardiaques avec des apnées, qui sont plus à risque d'échec de la PPC et qui sont souvent pas extraordinairement observants. Puis, on va parler de l'association insomnie, syndrome d'apnée du sommeil, qui est le COMISA. Alors, pour vous convaincre, ce patient, pardon, vous avez fait le diagnostic, je pense, je ne vous vois pas, je ne vous entends pas, mais ça, c'est un patient acromégale. Si vous ratez le diagnostic d'acromégalie, vous ne faites pas un travail correct. Il y a vraiment une hétérogénéité de ces patients. Donc, on a en fait montré sur une énorme population de patients d'un demi-million de sujets, on a pris tous les patients qui ont débuté la PPC en 2015-2016, donc 480 000 patients, et on a regardé ceux qui allaient arrêter après un an de traitement. Et on a vraiment une image de vie réelle, puisque je vous rappelle, tous les patients démarrés sous PPC en France en 2015-2016, on avait donné du SNDS, on voit un taux global d'arrêt. Alors déjà, on a été très surpris. Au début, ces données ont été critiquées en disant c'est pas possible. 23% ont arrêté à un an, 37% à 2 ans et 48% à 3 ans. Alors au début, on nous a dit c'est pas pareil chez moi, c'est pas pareil chez tel prestataire, etc. Oui, il y a des petits écarts, mais c'est vraiment des données qui sont très importantes. Il y a des notions à retenir. Les femmes arrêtent plus que les hommes, à peu près 10% de plus d'arrêts. Il y a des écarts avec l'âge, surtout les âges extrêmes. Les très jeunes arrêtent beaucoup plus et les très âgés arrêtent beaucoup plus, mais très âgés, ça veut dire au-delà de 80. Les patients qui sont des âges moyens entre 60 et 80, ils n'arrêtent pas plus que les autres. On voyait qu'un traitement où la moitié des patients ont arrêté à 3 ans, il faut réorganiser quelque chose dans la prise en charge. Et là, vous voyez ce qu'on appelle des ballon graphes. On fait des espèces de portraits robots chez l'homme ou chez la femme. Vous voyez que... Jean-Louis, Oui, Jean-Louis, est-ce qu'on a une explication pour le fait que les femmes auraient plus de tendance à arrêter la PPC comparativement à l'homme? alors elles n'ont pas du tout le même type de symptômes en fait. Souvent, elles ont plus des symptômes de l'ordre de la dépression, de la fatigue. Elles sont diagnostiquées et reconnues plus tard. Et puis, elles ont aussi des aspects qui sont liés à ce qu'elles considèrent comme une dégradation de leur image corporelle. Et il y a donc un écart qui est évident entre hommes et femmes en fait. On le Mhm, voit très bien ici, Pierre-Charles. Vous voyez, si je prends une femme jeune, qui a aussi un diabète, eh bien, vous voyez que le risque d'arrêt, il est pratiquement 2 à 3 fois supérieur. À l'inverse, un homme de 65 ans qui a juste une hypertension, il est beaucoup moins à risque d'arrêter sa PPC. Donc, mhm. quand vous regardez le dossier de votre patient, le sexe, l'âge et les comorbidités, c'est très important. Vous voyez que des gens qui sont jeunes, hommes ou femmes, avec des comorbidités, ça devient très, très difficile. Et pareil chez les sujets très âgés. Donc ça, c'est une première notion à partager. Ensuite, il y a des situations qui sont particulières. Je voudrais vous prendre l'exemple du COMISA, l'association insomnie apnée du sommeil. Pierre-Charles, en fait, il y a 30 à 40% des gens qui ont cette association. Il y a très peu de médecins qui font systématiquement la recherche de symptômes de l'insomnie aux gens qui sont diagnostiqués sous PPC en polygraphie ventilatoire. Et si on a une insomnie, elle risque d'être aggravée par la PPC. On le Mhm. sait maintenant, hein. Vous voyez, ça c'est une étude chez 27 000 patients qu'on a publiée l'année dernière, comparée à 176 000 patients qui avaient des apnées sans insomnie. Et vous voyez, très tôt, ça débute la différence. Et l'écart, il est de 15 à 20% d'arrêt à 2 ans. Donc, si on ne met pas en place des prises en charge particulières,
on va se tromper. Et en pratique, qu'est-ce qu'il faut faire avant de démarrer la PPC? Il faut faire de la thérapie cognitivo-comportementale, où maintenant il y a des nouveaux médicaments qui sont sortis comme le daridorexant. Il vaut mieux prendre 1 mois ou 2 mois de prise en charge de l'insomnie avant. Vous voyez, c'est ce qui est bien montré dans cette étude. Et on a une amélioration de l'observance à la fin de plus d'1 heure, ce qui est considérable. Si vous demandez simplement à votre prestataire de changer le masque ou de refaire des visites, mais que vous n'avez pas identifié l'insomnie, eh bien, il y a une perte de chance pour les patients et leur gestion n'est pas parfaite. Une autre notion qui est assez amusante, on vient de publier les variations géographiques des taux d'arrêt. Vous voyez, vous avez une carte de France. Alors, j'espère que vous venez de départements différents. Vous voyez, en Isère, on n'est pas très très bon. On a plutôt des taux d'arrêt qui sont relativement élevés. Et il y a toute cette zone-là qu'on appelle la diagonale du vide, où il y a beaucoup moins de taux d'arrêt. Ça, c'est parce que ces patients font des dizaines de kilomètres pour trouver un pneumologue et quand ils viennent consulter, probablement, ils sont beaucoup plus somnolents, beaucoup plus sévères. Donc, c'est pour vous redire que le profil des patients est quand même assez déterminant sur ce qu'on peut attendre en termes d'observance du traitement. Alors, après, on a toute cette prise en charge maintenant dans les maladies chroniques. Tout le monde a sa montre, tout le monde a son application téléphonique. Vous recevez des pushs pour répondre sur votre perception de telle ou telle chose. Et c'est très peu intégré encore dans la prise en charge et le suivi de ces patients pour recueillir leurs symptômes, savoir ce qu'ils ressentent avec le début du traitement. Et c'est vraiment vers ça qu'on va. Alors, ici, il y a un petit cartoon un peu amusant en disant que bientôt on aura une application pour son pacemaker, pour son diabète, pour son apnée du sommeil, etc. Mais je pense que c'est vraiment une chose en médecine digitale qui émerge et qui va émerger de plus en plus. Et là, ces femmes proposent une application téléphonique, un accompagnement de sa PPC qui est intéressant. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces outils? Ça, c'est une très belle étude. Les patients étaient tirés au sort. Après avoir démarré la PPC ici, ils recevaient ou pas des SMS en disant bravo Pierre-Charles, ça a bien démarré, ça marche très bien, vous utilisez bien votre machine. Et on arrêtait les SMS au bout de 3 mois. Vous voyez que ceux qui recevaient des SMS avaient 1 heure d'utilisation de plus que ceux qui ne recevaient pas. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on arrête d'envoyer des SMS, tout le monde revient à la même utilisation, à la même observance. Et là, il y a des patients chez qui on avait oublié d'arrêter les SMS. Et vous voyez que ceux-là, ils restent plus haut. Donc, ça veut dire que les mécaniques d'encouragement des patients, avec des SMS, avec des petites vidéos, avec des applications téléphoniques, sont probablement des choses qui ont une place pour améliorer l'observance. Et du coup, Jean-Louis, on sait qu'avec ces nouvelles technologies, et notamment quand on veut favoriser l'observance en engageant un petit peu plus le patient. On sait que ça a beaucoup d'impact dans les premiers mois d'utilisation, mais finalement, après quelques mois, ce genre d'effet a tendance à s'estomper. C'est quelque chose que vous retrouvez aussi dans vos données? Alors, c'est une très bonne remarque. Ça, c'est général pour toutes les applications téléphoniques, hein. On peut s'en désintéresser. Mais ce qu'on peut dire aussi, j'en profite, Pierre-Charles, pour dire qu'il y a plus de 100 personnes là, qui sont au webinaire. Donc, merci d'avoir rejoint de manière nombreuse. Et oui, les premiers mois sont cruciaux dans le démarrage de la PPC. Donc, Mhm. une fois que l'observance est établie, si les Oui, gens se désintéressent un peu, eh c'est ben, moins grave. c'est moins Oui. grave et moins embêtant. Mhm. Alors, la deuxième notion qu'on voudrait partager avec vous, là, avec Pierre-Charles et l'équipe, c'est il y a des gens chez qui on garde des événements résiduels. Le paiement à la performance, c'est très bien, mais les prestataires, du coup, sont très concentrés sur l'observance et ils adressent pas toujours, ils sont pas toujours suffisamment intéressés par les événements résiduels avec des IAH qui sont élevés et j'espère que vous vous y intéressez beaucoup.
Et donc, on a ces événements résiduels. Et vous voyez, on a des exemples très pratico-pratiques. Vous voyez ce patient, ça, ici, vous avez chaque nuit ces événements résiduels, très bas, inférieurs à 5. Et puis là, il se passe quelque chose. Ça explose les événements résiduels. Qu'est-ce qui Mhm. s'est passé? Et c'est fréquent, les changements de masque. Le technicien qui avait vu quelques fuites a voulu bien faire, il est passé à un masque facial. Vous voyez l'explosion des événements résiduels parce que le masque facial, qui n'est pas un bon masque, qu'il faut utiliser en dernier ressort, il faut privilégier ce type de masque-là. Eh bien, ça fait reculer la mandibule, ça nécessite des pressions plus élevées, et à peu près 5 à 10% des changements de masse peuvent expliquer des augmentations de l'index résiduel et éventuellement une baisse de l'observance. Vous voyez, on le voit ici, le fait de passer par un masque facial, ça dilue l'application de la pression, c'est moins efficace et paradoxalement, contrairement à ce qu'on croit très souvent, les voies aériennes sont plus étroites avec un masque facial, avec le même niveau de pression qu'avec un masque nasal. Donc, dans Jean, la... Oui, Jean-Louis, j'ai une question. Alors, peut-être pas par rapport au masque, mais juste par rapport à ce qu'il n'est, puisqu'elles viennent, les questions viennent un petit peu avec un peu de délai. Par rapport, vous évoquez les problèmes de commissat et d'insomnie. J'ai deux questions qui sont un petit peu, qui viennent un peu dans le même sens. Doit-on traiter, venant de la part de Sherifa, doit-on traiter l'insomnie par somnifère et TCC avant la mise en place de la PPC? Et l'autre question sur la mélatonine à l'instauration améliore-t-elle l'insomnie des patients commissars? alors la mélatonine, non. Oui, il faut traiter l'insomnie. On peut se donner encore une fois, enfin, c'est ce qu'on fait en routine, on débute une étude là-dessus. Les études sont assez d'accord, même si le niveau de preuve n'est pas parfait encore, hein. On peut revenir sur ce que je vous montrais là. Vous voyez, avant de débuter la PPC, on fait de la TCC là. Et vous Ouais. voyez, il y a une amélioration de l'index d'insomnie. Et là, on est dans les bonnes conditions pour démarrer la PPC. Si le patient a une première très mauvaise expérience avec la PPC, c'est rare qu'on arrive à reprendre après. Donc la TCC, c'est la meilleure solution, mais quand c'est disponible. Sinon, nous, on utilise maintenant le daridorexant. Il y a eu des études qui disaient que des hypnotiques sur des courtes durées, juste avant de démarrer la PPC ou en même temps que le démarrage de la PPC, en tout cas, le message, c'est reconnaissez l'insomnie, préoccupez-vous-en, prévenez vos patients, et c'est vraiment un sujet très fréquent et très important d'échec de la PPC. Mhm. Alors, pour en revenir à notre index résiduel, dans l'avenir, on va automatiser la détection parce que vous ne pouvez pas regarder, vous, avec vos centaines de patients suivis, chaque fois qu'il y a un masque qui est changé par le prestataire. Donc, on a développé maintenant des algorithmes d'IA qui regardent une trajectoire normale d'index résiduel, puis là, hop, elle voit que ça part dans le décor et on s'aperçoit qu'il y a eu un changement de masque. Et à ce moment-là, dans l'avenir, on va avoir des applications téléphoniques pour les patients et pour les médecins qui diront, ah ben attention, hein, l'index d'événements résiduels, il a augmenté de 8 par heure. Du coup, ça vous gêne quand même, vous faites un peu moins bien votre pression positive. Ce n'est pas les fuites parce qu'elles n'ont pas changé. Ce qui s'est passé, c'est que vous êtes passé à un masque facial. Il faut revenir au masque précédent. Donc ça va s'installer de plus en plus dans nos pratiques. Donc, regardez bien encore une fois sur vos plateformes de télémonitoring les événements résiduels, leur rapport avec l'observance. On a dit qu'on a des patients qui sont multimorbides, qui ont des maladies cardiovasculaires, et là, on a un risque d'échec qui est plus important. J'insiste aussi sur une chose à laquelle je tiens beaucoup, c'est que si vous regardez juste les index d'événements résiduels moyens, vous allez sous-estimer un certain nombre de phénomènes. Vous voyez ici, si vous regardez l'index d'événements résiduels sur toute la période, il va être à 5 ou 6. Vous direz, bof, c'est pas mal. En fait, cette période-là posait problème. Ici, c'est pareil, si vous regardez que l'index d'événements résiduels moyens, vous allez être aux alentours de 10. Sauf qu'il y a de nombreuses nuits où on est à 30 ou 40. Donc, il faut vraiment regarder les plateformes de télémonitoring parce que là,
une variabilité comme ça et haute d'événements résiduels, ça veut dire quelque chose. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des patients qui développent ou qui gardent un certain nombre d'apnées du sommeil central sous PPC. Ça, c'est une étude qu'on a publiée il y a bientôt 10 ans maintenant sur plus de 130 000 patients les 3 premiers mois de la mise sous PPC, et vous voyez qu'il y a une population de 5 à 10% de patients qui développent des événements centraux. Et donc, un message, c'est de chercher ça dans les premiers mois de mise sous PPC. C'est associé avec beaucoup plus d'arrêt ou d'inobservance de la pression positive. On le sait en fait très tôt. Et l'élément clé, c'est que si on réagit relativement tôt, on peut passer en ventilation auto-asservie. Vous voyez, ce patient, il diminuait progressivement leur observance avec les événements résiduels qui restaient hauts, là, aux alentours de 10, 15, 20 par heure. Et quand on basculait sous ventilation auto-asservie, il devenait plus observant et on normalisait les événements. Là, il y a une chose qui est très particulière, mais je vais vous montrer un petit cas clinique déjà. Vous voyez ce patient ici, quand vous l'avez au diagnostic, il y a déjà quelques événements centraux. Donc là, vous devez dire, attention, il y a une petite lumière qui s'allume. Celui-là va me poser des problèmes. Il va me faire un certain nombre d'apnées du sommeil central émergent ou persistant. Et donc, vous voyez que quand on le met sous pression positive, là, il est à 11 centimètres d'eau, il est aux alentours de 15 en fait. Il est variable d'une nuit à l'autre. On essaye d'abord de baisser un peu la pression, mais on voit que c'est toujours pas parfait. Là, il a même eu une polysomnographie sous PPC et vous voyez qu'il y a plein d'événements centraux et de respiration périodique. On bascule en ventilation auto-asservie et là, il est absolument parfait. Donc cette vigilance pour les événements centraux, elle est très importante. Ça, c'est un autre exemple de passage au masque facial. Et dans l'insomnie, il y a aussi cet aspect-là qui existe. Vous voyez, si vous regardez là de nouveau uniquement la valeur moyenne, vous êtes très content de vous, mais vous voyez bien qu'il y a des nuits où le patient il est à 25-30 d'événements résiduels. Et comme par hasard, c'est les nuits où il a beaucoup d'insomnie, votre commissaire, parce que l'instabilité du sommeil, elle génère des événements centraux. Et là, il ne faut pas mettre sous ASV, il faut s'occuper de l'insomnie. Donc, il faut chercher les événements centraux et il faut savoir à quoi ils correspondent. C'est les deux mots-clés. Est-ce que j'ai des événements résiduels? Est-ce qu'ils sont centraux? Et quelle est l'explication de ces événements centraux? Un autre petit exemple, vous voyez, ce patient, globalement, il est pas mal du tout là. Et puis là, il y a 2 ou 3 épisodes où là, il explose pendant une semaine avec des valeurs très élevées. Bon, qu'est-ce qui se passe chez lui? Si vous regardez que la valeur moyenne, vous voyez rien du tout. En fait, il a un chalet en altitude, il a de la chance, et chaque fois qu'il va à relativement haute altitude, il déstabilise sa ventilation. Donc, il va juste falloir lui dire que peut-être en altitude, il faut modifier un peu sa pression, ou que c'est probablement un marqueur sur le fait qu'il a une petite insuffisance cardiaque sous-jacente ou une fibrillation auriculaire qui est moins bien contrôlée quand il est en altitude. Donc, vous voyez la richesse des informations qu'on va avoir. Un exemple encore beaucoup plus caricatural. On voit les patients tous les ans. Nous, voilà, moi je fais ma consultation comme ça. Ça, c'est un patient de Renault tamisé, mais peu importe, on travaille tous pareil dans l'équipe. On ouvre la plateforme de télémonitoring. Il est très observant. OK? Vous voyez, on est à 6-7 heures. Son index d'événements résiduels est bas. Après avoir vu le docteur, ben, il a une vie, le patient. Il n'attend pas un an de vous revoir pour faire des complications. Et vous voyez que quelques semaines après, son index d'événements résiduels a énormément augmenté, mais son observance n'a pas bougé. Donc, le prestataire, il est content. En fait, il a toujours le même remboursement. Euh, ça n'a pas été identifié. Et quand il revient voir le docteur, il a un flotteur, il a une ablation, et vous voyez qu'après, on normalise des événements résiduels. Photographiez bien cette diapositive parce que si on lui avait fait une ablation de flotteur ici, on lui aurait rendu service en regardant le télémonitoring.
et on aurait peut-être évité des complications de son arythmie. Donc, c'est vraiment pas théorique, hein, c'est très pratico-pratique. Alors, il y a un message très important, c'est que toutes les machines ne sont pas égales pour détecter les événements centraux. Il y a beaucoup de machines qui ne vous donnent pas les résultats sur les hypopnées centrales, sur un certain nombre d'éléments de respiration périodique. Ici, on avait comparé 69 patients qui changent de marque de PPC. Vous voyez, le patient là, il a une PPC qui est une PPC de la CFAM en l'occurrence, qui détecte les événements centraux et il est à 25 en fait. Il change de machine et là, la machine, elle ne détecte pas les événements centraux et vous êtes tout content parce qu'il est à 5 par heure. Le vrai résultat, c'est celui-là en fait, hein. Donc là aussi, quand vous pensez que vous êtes dans un contexte où il y a des événements centraux, eh bien, à ce moment-là, il faut choisir un type de machine qui les détecte. Vous voyez, ça a été bien résumé dans un article de Respiratory Research de l'équipe de Danny Jaffuel l'année dernière. Le pourcentage de patients avec une IAH résiduelle varie beaucoup en fonction de quatre types de machines. Et c'est pas du tout pareil la gestion des fuites, surtout les hypopnées centrales qui sont inclus ou pas dans la détection. Donc, je vous Oui, laisse regarder. je Oui? je crois, Jean-Louis, effectivement, que vous aviez même publié un article à ce propos et ça répond à une question qui a été proposée dans le groupe. Comment doit-on s'accorder, enfin, s'attarder sur les événements centraux des machines, des hypopnées centrales des machines? Et ça revient aussi à une étude que vous avez montrée en cotant les hypopnées centrales versus un index d'apnée sans les hypopnées centrales, où typiquement on voyait qu'il y avait une proportion de patients avec un phénotype central qui pouvait être multiplié par 2 ou 4 en fonction si les événements centraux, les hypopnées centrales étaient cotées. Je me trompe, c'est ça? Non, non, c'est tout à fait ça. Et en fait, alors, aujourd'hui, il y a une grande importance. Vous allez voir, il y a plusieurs consensus qui vont sortir sur le fait de coter. Alors, ça arrange personne, la cotation des hypothèses centrales, parce que il y a beaucoup de grands laboratoires. Il ne faut pas être complexé avec ça, hein. Il y a beaucoup de grands laboratoires, entre guillemets, grands laboratoires américains qui ne les cotent pas en routine. Mais Mhm. ils vont être obligés de s'y mettre. Il y a des nouvelles recommandations de l'American Academy of Sleep Medicine parce que, comme vient de le dire Pierre Charles, on multiplie la prévalence du SAS central par 3. Et par exemple, vous savez que les gens qui font de la stimulation phrénique dans les apnées centrales viennent de rescorer leur tracé de l'essai initial randomisé publié dans le Lancet, et ils ont montré que quand on inclut les hypopnées centrales, on sélectionne beaucoup mieux les patients qui répondent à la stimulation du nerf phrénique ou à de l'ASV, etc. Donc, c'est vraiment une recommandation, et aujourd'hui, c'est une recommandation française. Les appareils de ventilation censurant les événements d'allure centrale où les rapports censurant les hypopnées centrales ne doivent pas être utilisés chez les patients avec des événements centraux sur l'enregistrement diagnostic initial. C'est-à-dire que si vous avez sur votre polysomnographie diagnostique des gens qui ont déjà du central, il ne faut pas leur mettre n'importe quelle machine. Si vous avez des gens qui sont à risque de syndrome d'apnée du sommeil émergent avec de l'insuffisance cardiaque, de la fibrillation auriculaire, il ne faut pas leur mettre n'importe quel type de machine. Et pour insister encore là-dessus, on a publié il y a un an une étude. Alors voilà comment on travaille. Nous, je ne vous dis pas ça pour vous dire qu'il faut travailler comme ça. Je vous montre juste comment on travaille. Les gens, avant de venir à la consultation, ils remplissent à domicile un questionnaire qui dure à peu près 40 minutes. On valide le questionnaire quand on est à la consultation, on va beaucoup plus vite et on a leurs données de télémonitoring. Et on fait la même chose pour le suivi des patients. On a les données de télémonitoring des machines qui viennent dans notre base de données. Voilà comment ça se présente. On a les antécédents, tous les questionnaires, tous les médicaments, et on couple ça avec le télémonitoring. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que ceux qui ont des IAH élevés, c'est un groupe de patients qui a plus de maladies cardiaques, ici c'est de l'insuffisance cardiaque, qui a plus volontiers un masque facial, qui sont plus âgés,
qui prennent des opiacés pour des douleurs. Donc, il faut bien connaître tous ces médicaments, le ticagrelor, les opiacés, etc. Vous avez l'air bête si vous n'avez pas identifié les médicaments qui donnent des apnées centrales et que vous passez d'emblée à un traitement autre. Les gens qui ont pas mal de fuites aussi, qui prennent de l'alcool, qui ont des antécédents d'AVC, hein. Dans tous ces contextes-là, on risque d'avoir beaucoup d'événements centraux. C'est intéressant d'utiliser des machines qui détectent les hypopnées centrales. Un autre exemple hein, avec Arnaud Prigent, vous voyez, ce patient, c'est un peu le même que je vous montrais tout à l'heure. Il est très observant. Il a un événement résiduel qui est bas, puis là, il commence à avoir plein de choses. Et Arnaud download en fait de la respiration périodique des données de sa machine, et à ce moment-là, on s'aperçoit que le patient, il est passé en fibrillation auriculaire, il a diminué sa fraction d'éjection, et quand on le traite petit à petit, il va normaliser ses événements résiduels. Donc là aussi, dans l'avenir, on est en train de travailler là-dessus. On développe une automatisation, en fait, de la détection de la respiration périodique avec les signaux de PPC pour bien détecter ces patients. Et ce qui est intéressant, c'est que la forme et la longueur de cette respiration périodique vont nous orienter vers des choses différentes. Vous voyez, ça, c'est typiquement une respiration périodique d'insuffisance cardiaque avec une longue durée du cycle, avec une grande différence entre le maximum du pic de ventilation et le minimum de la ventilation. Et ce qu'on avait montré dans cet article, c'est que quand ça ressemble à ça, vous êtes presque sûr que c'est de l'insuffisance cardiaque. Et quand ça ressemble à ça, c'est soit des événements obstructifs résiduels, soit des fuites. Donc, vous voyez, dans un cas, on envoie chez le cardiologue. Dans l'autre cas, on s'occupe des fuites où on corrige les dernières apnées obstructives. Donc, tous ces biomarqueurs digitaux vont être très intéressants dans l'avenir et il ne faudra pas juste se cantonner à un IH moyen sur plusieurs mois. Et Une, en amont, une oui. dernière question, Jean-Louis, de la part de Pierre. Faut-il prendre en compte les apnées centrales émergentes, non ou peu désaturantes? Alors, ça dépend si on en a uniquement quelques-unes qui correspondent à des micro-éveils qui sont l'équivalent d'un soupir. Si on en a vraiment quelques-unes, il ne faut pas passer en ASV pour une ou deux apnées centrales par heure s'il n'y a pas de désaturation. Mais si Hmm. par contre elles sont nombreuses, ça peut être les opiacés, ça peut être une insuffisance cardiaque sévère, à ce moment-là, ça se considère vraiment, hein. Ce qu'on avait montré ici avec Arnaud Prigent aussi, c'est que ces épisodes de respiration périodique, quand ils surviennent et qu'ils sont nouveaux, ils sont le marqueur de décompensation cardiaque. Et là, aujourd'hui, tout le monde est vraiment d'accord avec ça. Donc, on a presque fini la présentation. J'accélère pas, mais je voudrais vraiment que on puisse avoir un peu de temps pour la discussion. Donc, vous avez compris qu'il faut vraiment regarder l'observance et les événements résiduels. Il faut bien interagir avec son on-care provider et il faut aussi monitorer les symptômes et la progression des comorbidités. Ça, on peut aller vite. Vous voyez, avec les applications téléphoniques, on peut recueillir la somnolence des patients de manière très simple, hein, en fait. Ici, c'est près de 100 000 patients. Et bien sûr, ceux qui améliorent beaucoup leur somnolence très tôt, ils vont être beaucoup plus observants de leur PPC. Et on va pouvoir, une fois qu'ils ont normalisé leur somnolence et qu'ils sont contents, les oublier. Ça montre la même chose. Ensuite, de plus en plus, on a la capacité avec d'autres outils connectés qui peuvent être rapprochés de la PPC, d'avoir le nombre de pas, la pression artérielle. On avait fait ça dans un essai randomisé contrôlé il y a quelques années et on voit que les patients, si on combine le télémonitoring de la PPC, l'activité physique, la mesure de la pression artérielle, ils améliorent encore plus leurs symptômes. Pas énormément leur observance, mais encore plus leurs symptômes. Là, on vient de publier du monitoring de la pression artérielle à domicile, de l'automesure, et c'est très intéressant parce que combiné au télémonitoring, on voit l'amélioration progressive sur les 6 mois
chez ces patients, on avait 36 000 mesures de pression artérielle. Vous voyez, ce n'est pas comme une mesure à M0 et une mesure à 6 mois. Et on voit l'amélioration progressive et une notion que moi, je n'avais pas autant que ça en tête et que je vous donne. Ils améliorent surtout leur pression artérielle du soir et beaucoup moins celle du matin, vous voyez, qui est en grisé. Donc là aussi, pour adapter le traitement, discuter avec les patients, peut-être qu'on va combiner dans l'avenir le télémonitoring de la PPC avec un recueil de symptômes avec une application téléphonique et aussi des objets connectés pour les comorbidités. Là, vous voyez l'amélioration progressive de la pression artérielle avec le temps pendant les 6 premiers mois de traitement. On termine pratiquement avec quelque chose qui est maintenant déployé sur les matériels diagnostiques de la CFAM et qui va l'être aussi avec l'oxymétrie. Vous voyez, l'hypoxic burden, c'est plus simplement, vous en avez entendu parler, je pense, le nombre de désaturations, mais la quantité totale de désaturation. Donc ça aussi, dans notre stratification des patients, on sait que les gens qui ont un hypoxic burden élevé sont beaucoup plus à risque de complications cardiovasculaires. Par contre, ils sont en général plus observants du traitement. Là, vous voyez les papiers de la Cour des Pays de la Loire, là, de l'équipe de Frédéric Gagnadou en particulier, fait partie aussi du conseil scientifique de la CFAM. Ben, si j'ai vraiment une sévérité très marquée de mon hypoxic burden, j'ai une survie qui est moins bonne et je fais plus de complications cardiovasculaires. Donc, c'est vraiment probablement important de ne pas s'occuper uniquement de notre index IAH, mais de bien intégrer cet hypoxic burden. Et aussi les patients qui répondent le mieux à la PPC. Je ne suis pas tout à fait convaincu par cette étude qui est une analyse post-hoc, mais elle suggère quand même que la PPC est beaucoup plus efficace en termes de réduction du risque cardiovasculaire quand les gens ont un hypoxic burden élevé au moment du diagnostic. Et Donc, ça, Jean-Louis, parmi ces biomarqueurs, en fait, c'est les premiers biomarqueurs qui commencent à être intégrés dans les technologies, mais il y a d'autres biomarqueurs comme le PYD ou le Delta Heart Rate qui vont un petit peu dans le même sens et qui vont aider à stratifier un petit peu plus ces populations à risque cardiovasculaire. oui, et c'est un sujet très important parce que aujourd'hui, il y a pas mal d'articles qui sortent en disant qu'il y a des patients chez qui la PPC est potentiellement à risque. Moi, je ne partage pas ce point de vue. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas la réponse. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on n'a pas exactement le même degré de réponse à la fois sur le plan symptomatique et des événements cardiovasculaires. On va pouvoir arrêter le partage et avoir une discussion avec vous. Mais si on résume, donc, s'il vous plaît, pour vos patients, regardez les plateformes de télémonitoring pour l'observance et l'efficacité. Intégrez le profil de vos patients. Est-ce qu'il est comorbide? Est-ce qu'il est âgé? Est-ce que c'est une femme? On a vraiment vu l'importance de l'association avec l'insomnie. Une fois que vous avez des plateformes, il faut les regarder, pas seulement des rapports anecdotiques comme ça et discuter avec vos prestataires. Je pense que l'avenir, c'est de recueillir des symptômes de vos patients aussi pour avoir de l'information sur l'efficacité clinique et probablement on va associer d'autres outils connectés pour savoir s'ils reprennent un peu d'activité, s'ils dorment bien, si leur pression artérielle baisse. Et c'est la combinaison de cette prise en charge qui fait que on va arrêter de mettre la même énergie, le même nombre de visites et tout ça pour tous les patients. Ça coûte cher et c'est pas nécessaire pour affecter les moyens, allouer les ressources, comme on dit en politique, aux bons patients, à ceux qui en ont le plus besoin. Voilà, merci beaucoup. Je vois que vous êtes restés, vous êtes à plus de 100 participants encore là. Et maintenant, je vais arrêter le partage, hein, je pense, Pierre-Charles, et Ouais. on va pouvoir se voir et discuter. Oui, du coup, on a pas mal de questions de la part du groupe. Donc, il y a beaucoup de questions très intéressantes. Malheureusement, on va peut-être pas pouvoir toutes les donner. Mais pour étendre un petit peu plus le sujet, j'ai une question de la part de Pierre Armarani. Que pensez-vous de l'avenir du traitement du syndrome d'apnée obstructive du sommeil repose davantage sur une PPC personnalisée
que sur une PPC prescrite, en faisant du patient un véritable co-décideur grâce à l'éducation thérapeutique, à la télésurveillance et aux outils numériques. Alors, je pense, Khalid, bonjour déjà. Ce qu'on vient de discuter, c'est un peu, il me semble, la démonstration de ça. C'est-à-dire que on va pas. Ce matin, j'ai vu un patient de 40 ans, il est très symptomatique avec un SS sévérissime. La discussion qu'on a eue, c'est de le mettre très rapidement sous PPC. Il ne sera pas compliqué à gérer, mais comme il est très obèse, est-ce qu'on va associer des drogues anti-obésité, par exemple? Oui, on va vers ce type de prise en charge, clairement. J'ai vu dans la même matinée un patient qui a une insuffisance cardiaque évoluée. Lui, je vais me méfier beaucoup de la survenue des événements centraux. Il a un sommeil qui est déjà pas de très bonne qualité. Et là, on va dire au prestataire, attention, le suivi des premières semaines va être tout à fait crucial. Donc oui, on fait de la PPC personnalisée. Alors du coup, merci Jean-Louis. Sherifa qui nous demande si on retrouve un patient avec une fraction d'éjection inférieure à 35%, donc là on sait où on va en venir, pour un patient à qui on retrouve un IAH résiduel très sévère, que doit-on faire? Alors, Chérifa, je ne vous remercie pas de votre question, parce que c'est probablement la question la plus difficile et la plus débattue dans le domaine. Je vais vous donner mon opinion qui vaut ce qu'elle vaut. En fait, on a sorti des nouvelles recommandations européennes là, sur le passage en ASV. Vous savez que la ventilation auto-asservie était contre-indiquée à moins de 45% de fraction d'éjection. Il y a eu une nouvelle étude qui s'appelle ADVENT-HF, qui, à mon avis, n'était pas dimensionnée pour répondre à la question, mais pas qu'à mon avis, de l'avis de nombreux experts. Et moi, je vais vous dire ce que je veux faire en pratique. Je reste très prudent Mhm. chez les gens qui ont des fractions d'éjection à moins de 40. Et à D'accord. moins de 35, je réfléchis à deux fois avant de mettre une ventilation auto-asservie. J'essaye au maximum d'améliorer la fonction cardiaque. Si les sujets sont très âgés, parfois je mets de l'oxygène ou je reste sous PPC à pression fixe. Voilà, je pense qu'il faut quand même continuer à garder une vigilance avec les fractions d'éjection très basses. Mais cette question, elle est ouverte et il y a des gens, Winfried Randorat, il vous dirait que lui, ça ne le dérange pas Mhm. avec AdventHF de mettre les gens à 30% de fraction d'éjection. Moi, ce n'est pas mon conseil. Mhm. Merci Jean-Louis. Une question que je trouve assez intéressante aussi, parce que c'est un petit peu, c'est d'actualité aujourd'hui. Existe-t-il aujourd'hui un score, alors donc c'est de la part de Kier, encore une fois, existe-t-il aujourd'hui un score validé permettant d'identifier dès la première consultation les patients à haut risque de mauvaise observance? Non, mais c'est un sujet de recherche très important. Oui. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'études de clustering, de machine learning, et donc je pense que Ryan, c'est un peu comme tu vois, il y a le score de Framingham, on va arriver vers des scores comme ceux-là, qui ont aussi leurs limites, hein, mais déjà, tu les as en tête, c'est-à-dire une femme avec beaucoup de comorbidités, un commissar, etc. On est là dans quelque chose qui est quand même beaucoup plus à risque. Ce matin encore, j'ai vu un patient dialysé Mhm. avec une insuffisance rénale. Ces gens, ils ont des mouvements périodiques, ils dorment très mal, ils ont du central et de l'obstructif. Ça, c'est un cauchemar. Moi, je vous suggère de les faire suivre par votre collègue parce que là, vous allez avoir des vrais problèmes d'observance. Donc, il y a quand même des profils qu'on identifie déjà très bien, même si on n'a pas un score bien établi. Mhm. Euh, Est-ce qu'on a d'autres questions? Euh, une question qui concerne un peu plus de la physiologie. Existe-t-il un index de loop gain? Alors, je pense qu'il faudra peut-être expliquer ce qu'est un peu le loop gain en polygraphie sur certains appareils. Alors, la loop gain, c'est intéressant parce qu'en gros, pour dire les choses simplement, c'est à la fin d'une apnée ou d'une hypopnée, on a une reprise ventilatoire qui est exagérée. On a une activité qui est trop importante des centres respiratoires
Et ça déstabilise la ventilation et ça peut donner plus d'événements obstructifs et aussi plus d'événements centraux. Donc maintenant, il y a différents constructeurs qui permettent d'estimer la loop gain sur le tracé de polygraphie ventilatoire. On pourra peut-être le faire à un moment donné sous PPC. Je pense qu'aujourd'hui, on est plus dans le domaine de la recherche que des choses qui sont très stabilisées euh, et très solides, on va dire. Mhm. Merci Jean-Louis. Alors, je vois que la question d'avant, je me permets, hein, Pierre-Charles, c'est Allez-y Jean-Louis. d'accord pour s'attarder plus sur les événements résiduels, mais qu'en est-il sur la surcote des hypopnées centrales chez ces femmes? Ça, je ne sais pas si cette information est correcte. Je pense que les hypopnées centrales, en tout cas, ce qui est très important, c'est quand vous avez une suspicion, si Danny Jaffuel était là, il vous dirait, bah, si j'ai un doute, je fais une polygraphie ou une polysomnographie. Ce qui est embêtant, c'est de ne pas s'être rendu compte qu'il y a beaucoup d'hypopnée centrale. Donc, s'il y a une petite surcote dont moi, je n'ai pas la preuve aujourd'hui, vous pouvez toujours faire une polysomnographie. Déjà, est-ce que ça correspond au contexte clinique? Est-ce que, voilà, en tout cas, identifier les événements centraux dans ces populations, c'est vraiment crucial. Tout à l'heure, Pierre-Charles, vous m'aviez posé la question, la mélatonine, ça ne marche pas très bien là, dans le commissariat. Mhm. Mhm. Il y a une question qui fâche aussi, hein. Alors, sur les prescripteurs de PPC, est-ce qu'il y a plus de taux d'échec selon que la prescription est faite par une spécialité ou par une autre? Aujourd'hui, on ne sait pas complètement ça. Je pense que ça tient beaucoup au-delà de la spécialité au niveau de formation des gens. Il y a beaucoup de gens qui arrêtent la PPC, je vous l'ai montré, mais il y en a aussi 25% de ceux qui ont arrêté qui reprennent, souvent avec un médecin différent et un prestataire différent. Bon, c'est ça qui rend aussi les choses parfois un peu plus difficiles à interpréter. Alors, il y a une question aussi de notre ami Rami sur l'éducation thérapeutique. En fait, avec 2 millions de patients, je pense que c'est quand même très compliqué de faire de l'éducation thérapeutique structurée à tous les patients, en fait. Là aussi, ça peut marcher, mais il faut le réserver à une petite sous-population. Déjà, si on fait une bonne éducation assez simple sur les critères dont on vient de parler, je pense qu'on a quand même une assez bonne efficacité. Il y a une chose dont j'ai oublié de parler, Pierre-Charles, et c'est pas bien, c'est le contexte socio-économique Mhm. et la qualité du mariage. Si votre partenaire dit tu m'enquiquines avec ta machine, c'est quand même quelque chose que vous n'allez pas arriver à régler avec le prestataire. Et donc, il faut savoir parler avec les patients, poser la question de manière assez directe, faire éventuellement venir le conjoint ou le compagnon. Et l'autre chose, c'est, vous imaginez en période de canicule, les gens font moins bien leur PPC, mais si vous êtes dans une chambre où il y a 4 personnes, avec la machine en plus, ça devient très très compliqué. Aujourd'hui, on sait que ces conditions socio-économiques-là sont assez cruciales et doivent aussi faire partie de votre questionnaire et de votre appréciation du risque. Très bien. Je pense qu'on peut peut-être finir avec une dernière question, une question un petit peu directe, on dira, mais une question de Pierre, euh, qui représente peut-être l'expérience de certains médecins qui prescrivent la PPC. Dans mon expérience, je distingue deux types de patients. Les premiers sont perdus d'avance et les autres qui vont le devenir. Qu'en pensez-vous? C'est Euh, peut-être un petit peu, c'est un petit peu abrupt, on va dire. oui. Et je pense que dans les perdus d'avance ou dans ceux qui vont le devenir, j'aimerais que vous repartiez de ce webinaire en disant qu'il y a quand même des choses qu'on ne fait pas bien. Et moi, le premier, avant de faire, pas de manière systématique, des échelles d'insomnie,
j'ai démarré des PPC dans de mauvaises conditions dans cette population-là de malades. Vous voyez l'exemple que je vous ai donné là du patient qui développe une pathologie cardiaque pendant le suivi ou qui développe un syndrome d'obésité hypoventilation. Il y a des patients qui sont très difficiles à prendre en charge. Il y a probablement des patients chez qui on va aller vers des alternatives de la PPC, mais euh, je- les perdus d'avance, ça n'est quand même pas beaucoup. Ça doit représenter un tout petit pourcentage. Je pense qu'il y a vraiment des choses qu'on peut activer en termes de prise en charge. Après, il y a quand même quelques questions qui viennent d'arriver qui m'apparaissent intéressantes parce que c'est quand même d'actualité et je pense qu'on connaît plus ou moins la réponse. Est-ce que les conditions climatiques comme la canicule frappent l'Europe pour impacter l'observance? Alors, du Alors coup, ça, c'est sûr. Déjà, oui. moi j'ai Mm. consulté toute l'après-midi et les patients vous disent, ah là, les PPC qu'on démarre là, par exemple, moi j'ai fait la bêtise de démarrer des PPC au début de la canicule. Je pense que c'est pas la meilleure période pour démarrer une PPC parce que les Ouais. gens ils ont une mauvaise première expérience. Donc oui, ça impacte, c'est sûr. On sait aussi que les pics de température, ça aggrave le syndrome d'apnée du sommeil. Ça, on l'a publié de manière très convaincante, je pense. Donc oui, les conditions climatiques, on dort moins bien, on a un sommeil très fragmenté, on fait plus d'apnée. Donc non seulement ils font moins leur PPC, mais quand ils font pas leur PPC, ils sont plus graves. Donc c'est vraiment un sujet à prendre en compte. Ouais, Euh, ouais. Peut-être la dernière question aussi, c'est doit-on se préoccuper systématiquement de l'apnée centrale en début de traitement? Il était indiqué que des événements de ce type peuvent apparaître le temps à l'organisme de s'habituer à la machine. Alors ça, je pense que c'est une notion qui n'est plus correcte. Oui, il y a quelques patients qui vont progressivement réduire leur composante centrale. Mais justement, si vous regardez le télé, en gros, si vous voulez, nous, on revoit nos patients à 3 mois. Si j'ai un patient où je me dis qu'il avait pas mal de centrales au diagnostic, je vais le revoir à 1 mois. Ou si j'ai pas le temps de le revoir à 1 mois, je vais demander à mon prestataire de regarder le télémonitoring chez ce patient-là dans le premier mois. Et c'est ça, cette vigilance et cet aspect de personnalisation dont on parlait tout à l'heure qui sont, à mon avis, importants. Très bien. Ben, écoutez, je pense qu'on va pouvoir en terminer là ce soir avec ce webinaire. Donc, merci beaucoup, professeur Pépin, pour cette présentation très enrichissante et merci aussi pour toutes les questions qui ont été posées pendant ce webinaire. Vous nous avez montré qu'il était essentiel de dépasser la simple mesure de l'observance pour mieux identifier les patients les plus à risque et adapter le télésuivi à leur profil clinique. Ce sont les éléments que nous avons abordés ce soir ouvrent des perspectives importantes, je pense, pour renforcer l'adhésion au traitement par PPC, personnaliser plus précocement la prise en charge et mieux accompagner les patients traités par PPC. Donc, merci encore une fois à Jean-Louis Pépin et à tous ceux qui ont pu participer à cette soirée. Nous donnons rendez-vous au prochain webinaire qui sera en préparation et donc restez connectés. À bientôt à tous et bon match pour ceux qui vont regarder le match de foot ce soir. Bonne soirée Merci à à tous. tous. Bonne soirée Merci, à au tous. revoir. Au revoir. Merci Jean-Louis. Merci.